Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des warriors de la com. Aujourd'hui, c'est Jérémy Boccio qui nous a reçus dans ses locaux chez Marcel, où il est revenu en 2018 en tant que directeur de création. C'est la 3e fois déjà qu'il rejoint les équipes de Marcel, chez qui il a notamment travaillé sur des campagnes cultes pour Oasis et Marc Dorcel. Sarah, peux-tu nous dire en quelques mots de quoi nous avons parlé ? On a parlé de création, de management, de rap, de natation, de fruits, de Marc Dorcel et de plein d'autres choses encore et on va écouter ça tout de suite. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre 5e invité pour ce podcast. 5e, ça a de la gueule. Je suis très content. Nous, on est rodés, donc tu tombes plutôt au bon moment. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours, de comment t'es arrivé dans la pub, de tes passions, de plein de choses. On a prévu plein de questions. La première question qu'on voulait te poser, c'est comment justement t'es arrivé dans la pub. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la pub ? C'est par fainéantise. Je vais essayer de m'expliquer désormais, parce que maintenant j'ai mis la punchline. C'est par fainéantise. Au moment où on doit choisir une espèce d'orientation professionnelle, j'étais au lycée et on avait l'occasion, un peu comme les stages d'observation en 3e. Voilà, j'étais en seconde. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi c'était à ce moment-là, mais du coup on devait faire un stage d'observation et je suis allé dans les 3 entreprises qui étaient en face de mon lycée. C'était le lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt et en face de mon lycée, parmi les 3 entreprises, il y avait TBW à Paris. Donc par fainéantise, je suis allé demander un stage d'observation dans les 3 entreprises qui étaient en face. Quand j'ai déboulé dans l'immeuble TV, avec cette espèce de grand atrium, de grande entrée comme ça, il y avait un baby-foot, je voyais des mecs qui étaient en jean basket, qui étaient en train de jouer au baby-foot, j'ai fait ah ouais, c'est un TSC. Je me dis ça, il y a un truc qui est intéressant parce que du coup les mecs nous ressemblent et ils ont l'air à la cool, etc. Et à la fin de cette semaine, de cette semaine d'observation, je savais que je voulais être créatif et concepteur-rédacteur parce que je voyais que les rédacs partaient plus tôt. C'était ça que les DA. C'est la vérité. J'aurais pu vous raconter que j'ai eu un appel, etc. Mais non. C'est d'abord par fainéantise, mais après j'ai pris énormément. J'ai été évidemment piqué au virus et c'était génial, quoi. Et tu kiffais déjà la pub, toi, quand t'étais gosse ? Il y avait des pubs à la télé qui t'a... Ouais, absolument. Mais je me souviens. Est-ce que c'était une pub Tesser ? C'était un film d'animation où t'avais une grenouille qui chantait. C'était Sironimo. Oh là là, extraordinaire. Everybody got to get together. Mais j'adorais cette pub. Elle me filait une patate. Je me souviens aussi d'une publicité. Et je l'ai revue il y a pas longtemps parce que du coup je m'étais fait, j'étais gamin, mais du coup mes souvenirs, cette publicité était incroyable. Mais elle est pas si incroyable que ça, mais c'était Carte d'Or où tu avais une maman qui rentrait dans son frigo et qui pénétrait dans ce monde absolument magique et avec les boules de glace qui étaient parfaites, etc. Mais j'adorais ce truc-là, j'adorais. Et du coup, j'ai créé une vraie passion pour tout ce qui est passage secret, etc. Donc un jour, chez moi, il y aura un passage secret. Je sais pas comment, mais j'adorais ce truc de derrière le frigo. Il y avait un monde. Et après. De façon plus récente dans les années 90, justement les hommes bouteilles, que ce soit le flipper avec Alain Chabat ou Orangina Rouge, qui n'était pas fait par Alain Chabat d'ailleurs, mais Orangina Rouge avait Pourquoi est-il si méchant ? Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des pubs que j'ai adorées et aussi des parodies de pubs que j'ai adorées, donc les Nuns notamment et les Inconnus. Et c'est quoi, du coup, tes premières expériences, tes premières impressions en agence en tant que concepteur-rédacteur, en stage ou... C'était à la fois assez flippant et ultra excitant. J'ai toujours été assez compétiteur, que ce soit dans le sport ou ailleurs. J'ai toujours été très moyen à l'école, mais assez compétiteur. Je voulais gagner, etc. Et donc du coup, un des stages qui m'a le plus marqué, c'est mon stage de fin d'études. J'étais à l'ISCOM et c'était mon stage de fin d'études. C'était dans une agence qui a désormais fermé, qui s'appelle Ligas Delaunay, à Paris, qui était présidée par Pascal Grégoire à l'époque. Et mon maître de stage, c'était Julien Rotterman, qui est encore à l'époque, qui était vraiment un des rédacs, qui était en top rédac, etc.
Et en fait, j'avais envie je prenais les mêmes briefs que lui, évidemment, puisque c'est mon maître de stage, mais je voulais avoir l'accroche mieux que lui. Et en fait, c'était à la fois très flippant, parce que mine de rien, bosser avec des mecs que je respectais déjà énormément, que je respecte encore énormément, et les sujets qu'on devait traiter, j'apprenais énormément. Et d'un autre côté, j'avais envie de prouver, j'avais envie de montrer. Je voulais rester plus tard que les autres. Je voulais à un moment juste percer, quoi. Donc le côté glandeur est parti d'un coup, par contre. Ouais, non mais en fait, je pense que c'est un truc de façon générale. Je pense que il est assez compliqué de trouver sa voie. Au final, c'est assez compliqué. Ça peut se faire soit par échec ou en tout cas test multiples, soit par une espèce de coup de peau extraordinaire. Et je pense que ma fainéantise a fait que je suis tombé sur le bon truc. Et après, vraiment, je me suis accroché. J'ai voulu percer. J'ai voulu montrer ce que je pouvais avoir dans le ventre et ma valeur. Oui, tu parles de sport. Toi, tu étais en natation à haut niveau, c'est ça? J'ai fait de la natation. Ouais. Je peux pas dire à haut niveau parce que il y a tellement de nageurs qui sont tellement plus rapides, tellement plus forts que moi et voilà. Mais oui, j'en ai fait en compétition. J'avais repris aussi il y a 3-4 ans aussi en compétition, mais j'étais en senior. Ça m'avait fichu un coup. Quand tu bascules sur catégorie senior et tu peux nager avec des mecs qui ont 45, 50, 55 ans, je trouvais ça un peu dur, mais oui, j'ai toujours adoré, j'ai beaucoup nagé, j'ai toujours adoré le sport de façon générale, et ouais, cet esprit de compétition, que ce soit dans le sport ou ailleurs, j'ai toujours un peu aimé ça, quoi. Il y a pas mal de publicitaires d'ailleurs qui sont anciens sportifs, qui ont été à haut niveau. Je pense à Georges Mohamed Cherif, je pense à d'autres personnes que je connais aussi. Est-ce que tu penses que c'est un gage de longévité dans la pub ? Je pense que c'est pour le coup, je pense que toutes les sensibilités et toutes les personnalités sont les bienvenues en agence. Si tu avais que des mecs, que des personnes ultra sportives, ultra compètes en disant ah ouais comme ça, je pense que on s'en sortirait pas. Je pense qu'on s'en sortirait pas. Je pense qu'il est important justement et il faut encourager toutes les sensibilités différentes, et je pense qu'il y a autant de gens qui on doit avoir autant de gens qui ont cet esprit de compétition que de gens qui ont cet esprit ultra collaboratif, ou des gens qui sont d'une grande sensibilité. Voilà, je pense qu'il faut avoir un peu tout ça pour faire une belle agence, et je pense pas que ce soit un gage de longévité ou un gage de succès, encore moins en vrai. Et toi, après l'IGAS de l'année, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans tes différentes agences ? J'en ai fait quelques-unes. Oui, on a vu ça. J'en ai fait quelques-unes, et en fait, dans une première partie de mon parcours, je ne vais pas appeler ça carrière parce que c'est vraiment présomptueux, mais dans une première partie de mon parcours, j'ai voulu un maximum travailler auprès de DC que je respectais énormément. Je voulais apprendre d'eux. Je voulais retenir ce que je voulais retenir. C'est les choses que je voulais retenir. Un peu comme des parents, où si tu veux, tu grandis un petit peu avec des choses que tu vas récupérer, et des choses sur lesquelles tu dis je sais que je ne veux pas être comme ça, je ne sais que je ne voudrais pas faire comme ça quand je serai plus âgé ou quand je serai plus grand. Bah, c'était un peu la même chose sur la publicité. Donc après l'IGAS de l'année, donc Pascal Grégoire et même Julien Rotterman, c'est vraiment ça a été vraiment aussi deux figures qui m'ont beaucoup inspiré. Je suis rentré chez Marcel, époque Fred et Farid, évidemment pour des raisons évidentes, avec le retour de Fred et Farid en France, qui montait une agence qui était auréolée aussi à l'époque, au-delà de nombreux prix de campagnes absolument extraordinaires. Je voulais apprendre d'eux, donc j'ai pris ce que je voulais prendre, et j'ai rejeté aussi pas mal de choses qui étaient liées à un mode de management ou autre. Donc c'est aussi comme ça que je me suis construit. Ensuite je suis passé chez Conseil. J'ai pas mal aussi appris auprès de Olivier Altman, et
qui est quelqu'un aussi que j'admirais et à un moment aussi, que j'admire aussi encore. Et à un moment se poser la question entre signer chez BDDP et Fils, qui était l'agence qui cartonnait à ce moment-là, ou tenter cette nouvelle aventure chez Marcel. J'ai voulu tenter la nouvelle aventure, ma femme étant chez BDDP et Fils à l'époque, et je voulais juste qu'on se tire un peu la bourre en vrai. Non mais c'est vrai. Qu'on se tire un peu la bourre. Et on est monté sur un ou deux pitchs ensemble. C'est un scénario de comédie romantique là. Non, mais on est monté sur un ou deux pitchs, donc nos agences respectives. Et donc du coup le soir, on était juniors, donc on était tellement à fond, on se parlait pas des sujets, etc. C'était comment ça a été ta journée? Ouais. Bref, c'était assez cool. Donc après chez Conseil avec Olivier Altman, et j'ai eu la chance d'être repéré par Andrea Stilacci à l'époque de Grey Paris, et c'était l'époque où Grey a été ultra qui a eu ultra du succès, justement, notamment sur les prix internationaux, etc. C'était une vraie belle époque. Et puis en plus, j'ai rencontré plein de gens dans cette époque-là qui sont aujourd'hui ultra primés, ultra seniors, ou directeurs de création à droite à gauche. Donc c'était une belle équipe à ce moment-là. J'ai eu la chance ensuite d'être débauché par Chris Garbett chez Ogilvy. Voilà, c'était une claque vraiment, parce que voilà, ce directeur de création, c'est vraiment ultra smart, ultra pertinent, avec une vraie vision, c'est-à-dire qu'il gérait comme une agence internationale, parce que la plupart des sujets que j'ai traités à l'époque de chez Ogilvy étaient très peu du local, étaient très peu franco-français. Donc cette vision internationale, le fait de voir à moyen long terme, à 3-5 ans de vision de marque, c'était ultra prenant et ultra intéressant. J'ai eu la chance ensuite d'être débauché ici chez Marcel, notamment avec Anne de Maupoux, qui est juste à côté. Voilà, pour ceux qui écoutent, elle est juste à côté. On pourrait peut-être l'entendre si on se taisait. J'ai eu la chance d'être débauché chez Marcel pour mon premier rôle de directeur de création. Chez Ogilvy, j'étais Creative Group Head. Je pense que c'est un truc c'est une fonction qui a disparu depuis, je pense. Et chez Grey Paris également, Creative Group Head. Creative Group Head, c'est grosso modo avoir la responsabilité d'un groupe réduit de créatifs sur un sujet précis ou sur des sujets précis qui permettent finalement de soulager un petit peu le directeur de la création, le ECD. Okay. Donc c'est une sorte de directeur de création quand même. Qui veut pas se l'avouer. D'accord. Voilà, c'était un peu ça. Et moi, ça m'a, en fait, je pense que ça a arrangé les agences dans lesquelles j'étais. Ça m'a arrangé aussi parce que je me sentais pas mûr, je me sentais pas prêt ou légitime pour accéder au poste. Donc j'ai fait ce saut-là finalement chez Marcel, et j'y suis resté 3 ans et demi, qui est encore à ce jour ma période la plus longue en publicité dans une agence. C'était un Marcel déjà, j'imagine, très différent de ta première expérience. Absolument. Oui, tout avait changé et en fait c'était un Marcel qui était né de la fusion entre Publicis.net et Marcel, donc finalement l'agence digitale et la Hot Shop créative qui je pense que encore aujourd'hui, je pense que c'est un des mariages les plus réussis de fusion d'agences où vraiment la culture est née, 1 + 1 = 3 et vraiment une nouvelle culture est née. Donc j'ai pris énormément de plaisir dans ces 3 ans et demi. J'ai eu la chance ensuite d'être à nouveau débauché par Andrea Stilacci. Oui, parce que t'es reparti quand même. Absolument, mais je suis reparti, mais en fait c'est par curiosité aussi. J'aime les challenges, j'aime essayer des nouvelles choses par curiosité. En plus, 3 ans et demi, 4 ans même, je considère que c'était un cycle. J'avais aussi formé des créatifs seniors pour passer en direction de création sur mes sujets, notamment Oasis et Granola, qui sont aujourd'hui encore directeurs de création, Xavier Le Boulanger et Julien Simons. Et j'avais envie de passer à autre chose. Et donc, Andrea m'avait proposé donc, de prendre la tête de la direction de la création chez Hérésie au moment où il fusionnait avec Vaudou et 5e Gauche. Et je trouvais que le sujet est intéressant, le
challenge était ultra intéressant. Et j'ai eu la chance ensuite d'être débauché. Oui, parce que je crois que tu es resté 7 mois. Je suis resté un peu plus. Quelque chose comme ça. Un peu plus, je crois. 8 mois, ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance ensuite d'être débauché par l'agence Derwin. Chez Derwin, ce qui s'est passé, c'est que en arrivant chez Derwin, on a été mis sur un pitch qui était aussi la volonté de grandir de la part de Derwin, de sortir aussi des marques qui sont des marques de pure entertainment pour aller vers des marques qui sont plus marketing. Et on a été mis sur une activation, enfin sur un pitch sur Babybel France. Et ce sujet qui a été remporté par Derwin, en fait, m'a permis aussi de me faire repérer la Young Rubicam, aujourd'hui VML YNR. Très compliqué. VML YNR. Et donc, voilà, en gros, c'est parce que eux, ils avaient le budget global Bell. Quand ils ont vu, donc le pitch avait été gagné face à eux et face à Buzzman, il me semble. Quand ils ont vu qu'ils avaient perdu le pitch sur une petite agence, ils se sont renseignés, ils ont vu que j'avais pris la direction de création là-bas, et donc du coup, on a multiplié les contacts. Et pareil, pour quelqu'un qui a vécu ses années lycée à Boulogne, il y avait donc CLM, TBWA, BDDP et Fils et Young Rubicam. Et à cette époque-là, encore une fois, c'est Léo Burnett, il y avait magnifiques agences, vraiment magnifiques agences, et ne serait-ce que par envie de challenge et par envie de réveiller cette espèce de belle endormie. J'ai accepté jusqu'au moment où Anne de Mopou et Pascal Nessy m'ont rappelé en disant ça suffit les conneries. Maintenant tu reviens. Et en fait j'avais très envie de revenir, mais parce que j'avais un projet très particulier. Mais tu reviens toujours à Marcel. C'est quoi? C'est l'amour En fait, je pense fondamentalement que chacun a une agence de prédilection. Je dirais qu'en termes de personnalité, à la fois, parce que les agences sont des personnalités, je pense qu'on peut aussi essayer de définir des agences en fonction des dirigeants ou des personnalités qu'elles dégagent et la façon dont les créations sortent. On peut reconnaître la patte de telle ou telle agence de par les créations qu'elle sort. Et je pense que les personnalités des agences peuvent être liées aussi aux personnalités des gens. Je me suis toujours senti très dans une ambiance familiale ici chez Marcel. Je me suis senti à l'aise et en fait, à un moment, je pense qu'il faut arrêter d'être contre nature. Je ne dis pas que Marcel sera ma seule et unique agence à partir de maintenant, parce que quand je viens de vous faire la liste des agences que j'ai fréquentées, on se dit pourquoi s'arrêter là? Il reste BETC, il reste DDB, voilà. Mais en effet, je pense que c'est une agence qui me correspond au niveau de la personnalité. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'a donnés, que tes boss t'ont donnés dans ces différentes agences? Il y en a eu énormément finalement, puisqu'il y a eu énormément. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a autant de conseils et il y a autant de vision de la publicité et de la création qu'il y a de directeurs de création. Véritablement. Mais je pense que si je devais résumer l'intégralité de leurs conseils combinés, c'est de toujours rester curieux. Et de jamais faire du surplace, de jamais donc faire du surplace. Autrement dit, rester sur des acquis ou des convictions. On peut avoir des convictions personnelles, mais des convictions professionnelles, c'est beaucoup plus difficile parce que les choses changent et ça va de façon exponentielle aujourd'hui. Une question, c'est quelle sera ta prochaine agence avant de revenir chez Marcel? J'en ai aucune idée. J'ai encore été contacté par des agences récemment, mais j'ai pas donné suite. Je pars du principe aussi que pour aller dans ce concept de curiosité, je pars du principe que si quelqu'un veut me rencontrer, je suis toujours curieux. Je suis toujours curieux et je sais par exemple que j'avais été contacté mais il y a quelques années par l'agence Deloitte et j'étais ultra curieux de savoir quelle était leur approche
finalement, puisque ce sont des cabinets conseils. Ouais. Et à un moment, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans à Cannes, il y avait cette espèce de peur sur, tu vois, entre les GAFA d'un côté, les cabinets conseils, mais la publicité est-elle vouée, enfin les agences de publicité sont-elles vouées à mourir? Et j'avais rencontré une personne là-bas pour, ne serait-ce que pour poser des questions. Ouais. Je pense que j'ai pas donné suite, mais je voulais avoir un peu plus d'insight sur quelle est leur approche de la publicité et de la création en particulier. Donc en fait, pour revenir à tes questions, je ne sais pas quelle agence je ferai avant de revenir chez Marcel. Et tu penses que les agences de publicité sont vouées à mourir? Parce qu'on en parle des cabinets de conseil, des GAFA. Toi, tu as un avis là-dessus? Je pense que tout est voué à mourir à un moment ou à un autre. Mais de façon ultra globale et générale, je pense que tout est voué à mourir. Je pense qu'il faut pas toujours s'attacher, encore une fois, c'est ne pas rester bloqué sur des acquis, sur des convictions, sur non, ça c'est la pub, c'est comme ça que ça doit se faire. Il y a un point créa, après il y a un plansboard, après tu vois. Je pense qu'il faut être un tout petit peu plus agile. Donc je pense que tout est voué à mourir et donc de ce fait les agences de pub, mais ça va pas être pour tout de suite. Et il y a quelques exemples aussi de ratés, que ce soit quand une marque décide d'intégrer un studio créa à l'intérieur même de sa marque et sort une publicité, c'est pas toujours très bien accueilli. Je pense que l'agence de pub, au-delà du côté conseil, c'est aussi un point de vue critique. Un point de vue neutre et critique sur la marque qu'elle va traiter. On n'est pas forcément toujours ultra amoureux. On n'est pas obligé d'être amoureux des marques qu'on va traiter. Je pense qu'on a besoin d'avoir le recul nécessaire pour avoir un traitement différent qui va pouvoir à un moment résonner avec l'audience. Et je pense que c'est important aussi d'avoir parfois un point de vue extérieur. Donc du coup, les cabinets conseils qui sont très dans le board qui sont intégrés quasiment sur certaines marques, je pense qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, donc ils peuvent aussi proposer des choses où on sait justement des choses qui vont être performantes, mais je ne pense pas que ce soit des choses qui soient justement étonnantes ou créativement qui vont être disruptives, quoi. Je pense qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui. Avec Charles, on voulait faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui, c'est-à-dire te donner plein de mots, plein de thèmes, et de te laisser rebondir, de te laisser commenter ces mots-là. Ok, on va essayer. Alors, le premier qu'on va te donner, c'est Akira. Akira, excellent manga. Excellent manga et non moins excellent film d'animation. C'est également le nom que j'ai donné à mon groupe de rap à l'époque. Évidemment, c'est évidemment, je savais. Mais tout est disponible en ligne. Il y a certaines choses et on peut retrouver des morceaux, voilà, et je me fais régulièrement taguer. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours sur Twitter, Julien Simons pour citer que lui qui m'a tagué avec des photos de l'époque où il avait fait un montage de moi, les photos de l'époque, etc. J'assume tout. C'était un groupe de rap. On était trop dans le futur, donc ça a pas marché. Aujourd'hui, mais en vrai, il y avait un côté sans vouloir comparer ou quoi que ce soit, mais il y avait un côté genre un peu Big Flo et Oli, genre à la cool, etc. En vrai, aujourd'hui, on recommence. En vrai, on recommence, ça marcherait de ouf. Et donc, du coup, voilà, ça a commencé en 1996. C'était en pleine époque après ce qu'on appelle l'âge d'or du rap français. J'étais à fond et j'habitais justement au Pont de Sèvres, près du Pont de Sèvres, avec les sages poètes de la rue. À l'époque, il y avait Lunatic. Voilà, il y avait trop de monde. C'était trop fort. Donc, et puis vous aviez enregistré en studio, etc. Quand même. Ben même, on avait trouvé un petit label indé. Ils nous avaient signé. On avait fait des maquettes. On avait fait des tremplins. On avait gagné des tremplins. J'ai fait la fête de la musique à Boulogne. Enfin ouais, on a vraiment fait le truc, quoi. Ça aurait pu être une carrière. Ça aurait pu être une carrière. Et puis encore une fois, c'était que ce soit dans le sport ou dans la musique ou même dans la pub. Moi, ce qu'on aimait, c'était monter sur scène, monter sur un podium, montrer et prouver ce qu'on sait faire et voir si ça plaît ou pas, quoi.
Et on s'est demandé même si ta passion de l'écriture, de la conception-rédaction venait en fait du rap. Je sais pas, c'est pas le même exercice. En revanche, je pense que l'exercice de la punchline. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est comment on manipule des images et comment on arrive à donner l'image la plus droite ou la plus brute possible ou la plus smart possible et l'exercice de synthèse aussi. C'est comment tu arrives à synthétiser un truc suffisamment court pour que ce soit un peu pour que ce soit pour que quand ça tombe les gens ils fassent oh comme ça. Alors pas quand ils regardent une pub mais dans les morceaux voilà. Mais ouais, j'aimais bien ça. Tu rappes encore? Ça fait partie de la liste de mots, ça? On digresse. Non, je rappe plus. Et ma femme est très contente de ça. Non, je rappe plus. En revanche, je continue à gratter des petits trucs. Voilà. Et je m'arrêterai là. D'accord. On n'aura pas de petits live. Non. On se doutait, nous. C'est bien tenté. Non. Charles, t'as un mot? Moi, j'en ai un bien, mais... Ah, vas-y, je t'en prie. Dorsel. Ah ouais, on enchaîne. Dorsel, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui commence par Oasis. Et c'est assez étonnant, mais à un moment, donc, on sort cette campagne qui a vraiment ultra bien marché et qui m'a mis aussi sur le chemin du brain content et même du brain entertainment. C'était au moment où on a lancé cette mini-série L'effet papillon d'Oasis. Et dans le premier épisode, Ramon est en coloc, Ramon Tafrez est en coloc avec Orange Presley dans l'histoire et Orange Presley n'est pas là et donc du coup Ramon en profite pour lui piquer son laptop, lui mettre une espèce de blague sur Facebook et après il regarde un peu à droite à gauche et il se connecte sur YouPom. On avait vraiment créé donc YouPom et je vous laisse imaginer la façon dont on a vendu l'idée aux clients en disant mais à un moment en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment faire un site, on va aller acheter des fruits et des légumes et puis à un moment on mettra des doigts dans des framboises, des trucs comme ça. Mais vraiment, enfin, quand j'ai vendu le truc, enfin, tout le monde en regardait et la cliente a dit non, mais en fait, c'est drôle. Donc, on l'a vraiment fait. Et c'était un easter egg. Donc, on avait prévenu personne. Quand on a lancé le premier épisode, je crois en moins d'1 heure, l'easter egg, il avait été pété parce que du coup, parce qu'on voit Ramon taper l'URL. Donc, on s'est dit, voilà, les gens ont tapé l'URL. Oh, c'est incroyable. Il y a un vrai site, YouPom, etc. Mais il est encore actif. Je crois qu'il est encore actif. Il y a encore des connexions incroyables. Et donc, du coup, on a eu la chance, derrière, être retweeté par Marc Dorsel et ensuite être contacté du coup à l'époque par le directeur du marketing et de la communication, donc Ghislain Faribault, qui nous a contacté en disant ça nous a fait marrer, venez on se rencontre. Et on s'est rencontrés et ils nous ont dit nous on n'a pas d'agence, on ne veut pas signer de contrat avec une agence, on n'a pas forcément même de sujet. Ils nous ont parlé de tout, voilà, de leurs différentes donc Dorsel Store, Dorsel X illimité, Dorsel Vision et en fait on parlait de ces choses-là et à un moment on est revenu avec un brief qui a donné la première campagne Sans les mains et qui a été aussi mon premier Lion d'Or à Cannes, enfin mes 2 premiers Lions d'Or à Cannes coup sur coup, donc voilà, c'était une vraie belle aventure, vraie belle campagne et du coup la dernière campagne, donc évidemment, quand je suis revenu 3 ans après chez Marcel, j'ai récupéré Dorsel en disant ah bah voilà et on a sorti pour Noël une campagne pour comment arriver dans cette fête ultra familiale, arriver à proposer ou à offrir à son partenaire ou sa partenaire un objet, un sextoy. On a décidé de les cacher dans des bougies pour que ce soit un peu voilà, moins gênant, un peu moins gênant et un peu plus festif et ça a bien marché. On a gagné un or aussi en Grand Prix du Brain Content. Donc voilà, moi je suis super content. Ça continue, les belles histoires continuent avec Marc Dorsel. Un autre mot, les awards. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est important? Est-ce qu'il y en a dont tu es particulièrement fier? Alors, je suis un peu partagé sur les awards. Oui, ils sont importants. Ils sont pas essentiels. Ils sont pas essentiels et donc du coup, je pense que il faut savoir. En fait,
quand je dis qu'ils sont pas essentiels, je pense que c'est pas utile de vouloir courir après tous les awards tout le temps, tous les ans. Je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de sortir les belles campagnes, de sortir les belles idées, et avant tout que ce soit un succès populaire avant d'être un succès awardien, je dirais. Et donc du coup, j'essaie de différencier les campagnes que lorsqu'on les voit, on se dit « Oh putain !» Ça, c'est gold ou grand prix direct. Quand Nike sort son truc, on se dit ok, ils ont cassé le game. Quand Intermarché sort son film, on se dit ok, c'est des vrais succès populaires parce qu'il y a un vrai propos, il y a un vrai craft, c'est une vraie exigence. Et je différencie ça un petit peu des cases qu'on découvre après Cannes en disant ah, ça a chopé, qu'est-ce que c'est, je découvre le truc et bon, donc j'essaie de nuancer un peu mon propos. En revanche, gagner un award pour une campagne qui a rencontré son public, qui a rencontré un succès populaire, je pense que c'est bien parce que c'est mérité et ça vient sanctionner finalement le travail fourni, les efforts fournis à la fois du côté client, mais du côté agence également. Et donc voilà. Et ensuite sur les awards qui ont le plus marqué, mon premier c'était chez Grey, donc avec Andrea Silacci, sur une idée sur la VOD sur MK2 qui lançait son service de VOD et on avait fait un stunt dans une salle de cinéma et enfin voilà, on avait pris un bronze, mais je me souviens encore de cette joie de voilà, ça y est, t'appartiens à un club et je trouvais ça très très cool. Voilà, mais ça, celui-ci m'a marqué énormément, celui de Dorsel aussi, mais tous les prix, je trouve ça très cool. Management. Alors, management, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. C'est quelque chose qui n'est pas inné. J'insiste un peu là-dessus parce que même moi, j'ai été un petit peu parachuté. Donc, j'ai toujours aimé prendre la place. Je suis très sociable. J'ai toujours aimé aussi cet esprit d'équipe et d'emmener les gens avec mon énergie, etc. J'ai toujours aimé aussi chapeauter des plus juniors, voilà, apprendre des choses, etc. Mais on m'a jamais appris à être manager. Et je pense que c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Donc, du coup, derrière, j'ai quand même appris pas mal de choses, etc. Je me suis renseigné, j'ai étudié, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être appris. Vraiment, et c'est quelque chose qui doit être manié avec précaution, d'autant plus que les choses s'accélèrent. Les nouvelles générations sont un peu différentes à manager. Je me faisais la réflexion justement avec un autre directeur de création qui était issu d'Ogilvy aussi, Rémi Aboukrat, qui en fait, lorsque nous on était junior ou lorsqu'on était créa, c'était le management de on est tous ensemble, on va en chier, on passe des nuits, on compte pas ses heures, y a pas de récup, y a pas de et c'était ok, il faut briller, il faut marquer des points, il faut faire des campagnes qui tuent, etc. Et on avait vraiment ce truc de sens de l'effort et de méritocratie. Les choses ont changé aujourd'hui, c'est-à-dire que même notre génération qui sommes parvenus à être directeur de création assez jeunes. Assez jeune, moi à peine 30 ans et d'autres personnes qui étaient même avant 30 ans, on est vraiment la première génération de directeurs de création, directrices de création qui sont passés directeurs de création très jeunes, mine de rien. Ceux qui nous ont précédés étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus seniors et du coup on a accédé à ces postes de responsabilité et de management très vite, pas forcément tous avec la meilleure des formations. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai toujours voulu m'adjoindre avec des directeurs de création très inspirants pour en apprendre un maximum, parce que je pense que c'est aussi par mimétisme et par réflexe que tu manages un peu les gens.
Et du coup, la génération que l'on doit manager, qu'on a dû manager, qui sont désormais middle, et la nouvelle génération, celle qui vient d'arriver, n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout la même, et leurs attentes sont pas du tout les mêmes, toutes les mêmes. Et je pense qu'il faut faire vraiment super attention à la fois dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on dit, de la façon dont on demande des choses, et la façon dont on doit être exigeant. Il y a une attente concernant l'équilibre vie pro, vie perso qui est plus fort. Oui, notamment, et la réalité, c'est que c'est normal. Quand on y réfléchit, c'est normal d'avoir une balance, un équilibre intelligent entre vie pro, vie perso. C'est des choses que nous on n'a pas forcément vécues à l'époque où on était junior, mais pour autant, je pense que, lorsqu'on y réfléchit et lorsqu'on est un peu pragmatique, c'est évident que on doit avoir un équilibre entre vie perso et vie pro. Et c'est jouable en agence d'offrir ça, malgré les contraintes, malgré les urgences. C'est jouable. Ouais. C'est jouable. Vraiment, c'est jouable. J'essaie d'être dans un management, par exemple. Ça commence par arriver plus tôt. Ça commence par être mieux organisé et c'est essayer d'être à l'heure au rendez-vous. J'étais en retard au vôtre, donc ça commence bien. J'ai un mauvais exemple, mais être à l'heure au rendez-vous, essayer d'être concentré et de condenser les choses pour que ce soit le plus efficace possible, afin de libérer le plus tôt les équipes. Et éviter les charrettes la nuit, le soir et le week-end. Et voilà. Et c'est pas justement aux juniors de s'organiser. Je pense que c'est aux managers de mettre en place, et au trafic, ultra important, de mettre en place les conditions nécessaires pour qu'on arrive à cet équilibre. Je change totalement de sujet, mais pour toi, où se trouve la créativité dans la pub aujourd'hui ? Je sais que Marcel est très orienté social media, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que c'est une plateforme de prédilection pour toi ? Est-ce que tu crois à la réalité augmentée, par exemple, des choses comme ça ? Je crois en tout, moi. Je crois en tout. Je suis média agnostique, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas de préférence et j'ai aucune préférence sur tel ou tel média. Donc le social media, c'est très bien. Et j'ai appris avec, je pense, la meilleure marque française pour ça à l'époque, Oasis. Social media, c'est très très bien, c'est canon. La VR, c'est très bien. La réalité augmentée, c'est très bien. Les sites expérientiels, c'est très bien. La belle publicité bien écrite, 3 minutes, c'est très bien. Les documentaires, c'est très bien. Les mockumentaires, c'est très bien. Voilà, enfin, toute forme de créativité est vraiment bonne à prendre, et j'ai aucun a priori sur tel ou tel média. Donc la créativité vraiment va chercher partout, quoi. Donc, tu as fait un parcours, tu as été CR, directeur de la création, etc. Mais tu es le premier invité qu'on interviewe qui n'a pas créé son agence, qui n'est pas passé au côté entrepreneuriat. Est-ce que c'est une question que tu te poses ? Alors, c'est une question qu'on m'a posée, évidemment. C'est alors, quand est-ce que tu te lances ? Mais en vrai, tu pourrais très bien. J'ai deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que j'ai une trouille bleue de me lancer, parce que en fait, et ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est j'ai un respect absolument profond et véridique pour les entrepreneurs. Vraiment, je trouve ça étonnant, parce que un entrepreneur, la différence entre un entrepreneur et un mec comme moi, c'est qu'un entrepreneur, il va avoir une idée et il va se dire, et il va se poser 20 questions suivantes, c'est-à-dire les 20 raisons pour lesquelles ça peut pas se faire. Moi, ces 20 questions, elles vont m'empêcher de dormir. Et elles vont m'empêcher de me lancer. Et un entrepreneur, ces 20 questions, ça va lui permettre justement de lui donner ce boost voilà. Et c'est étonnant, c'est grisant, c'est flippant. J'ai aucun courage. J'ai aucun courage. Même avec un associé potentiel. Avec un potentiel. Non, mais avec un associé potentiel, tout ça, oui. Mais ça commence par. Mais qu'est-ce qu'on a de différent ? Qu'est-ce qu'on a de plus à raconter ? C'est quoi la différenciation ? Et tant que j'aurais pas ça, tant que je me dirais pas, tiens, il y a un endroit, c'est pas exploité, c'est vraiment dommage. Mais j'ai pas ce truc-là, et c'est pour ça que j'ai
En quittant Marcel pour la deuxième fois, quand je suis parti rejoindre Hérésie, puis Derwin, c'était vraiment dans cet esprit-là. Et j'ai fait ce que moi j'ai appelé une espèce de période intrapreneuriale, où en fait j'étais salarié dans une agence indépendante avec un vrai entrepreneur, et donc je regardais un petit peu les choses un peu comme ça, mais j'ai un profond respect pour les entrepreneurs, et j'en suis pas. Ok, l'interview touche à sa fin parce que je crois que tu as une réunion juste derrière. Absolument, j'ai des gens qui me regardent, voilà. Oui, et j'ai senti les regards sur nous. Et qui se marrent un peu aussi, visiblement, voilà. Ça va snapper, ok. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui se lancent dans la pub, qui se lancent en créa aujourd'hui ? Mon seul conseil, c'est celui qu'on m'a donné, c'est surtout me lancer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... À un moment, il faut se lancer. Si tu as envie de te lancer, il faut le faire, et il faut le faire avec toute la curiosité, toute l'ouverture d'esprit, et aussi ne pas se travestir. C'est sa personnalité qui va faire aussi que on va apporter quelque chose de différent. Donc il faut pas se conformer ou être dans un moule où on se dit la publicité ou les publicitaires, ce sont ces personnes, ces catégories de personnes qui mettent des Stan Smith, qui ont des barbes, ou enfin tu vois, non, je pense que c'est ultra important. Donc il faut assumer qui on est, apporter ce qu'on a apporté, et surtout se lancer avec toute la curiosité et l'ouverture d'esprit possible. Ok, merci beaucoup Jérémy. Merci Jérémy. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, on espère que cet épisode vous a plu. Merci Jérémy, et merci aussi à Grégory Ferenbach dans l'interview de Jérémy pour Ce qu'il est créa, nous a permis de préparer cet épisode comme il se doit. Merci à vous tous pour votre écoute, retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram, et on revient très vite pour un nouvel épisode de Faudra me passer sur la com.